Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, sur le papier, tous les enfants sont censés être scolarisés dans l'établissement le plus proche de leur domicile, même s'ils sont porteurs de handicap. C'est ce que dit la loi depuis 2005. Spoiler alert, ce qui vaut sur le papier ne vaut pas dans la vraie vie. On en parle aujourd'hui avec Anne Gauthier. Elle vient de réaliser un passionnant documentaire, L'école de tous les possibles. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, exposition et programme d'histoire. Une expo consacrée au mobilier du fort de Brégançon, dont Brandon vous retracera l'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, toujours de l'histoire, cette fois dans un collège de Vesoul et une petite frayeur pour élèves et enseignants. Rendez-vous enfin avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, les liens entre migraine et alimentation. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile qui constitue son établissement de référence. Fin de citation, c'est l'article L211-1 de la loi du 11 février 2005, loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et près de 20 ans après sa promulgation, eh bien, la promesse est encore bien loin d'être tenue, comme le montre le beau documentaire L'école de tous les possibles que vous pouvez voir sur la plateforme Public Sénat. Il est signé Anne Gauthier. Bonjour Anne. Bonjour. C'est un documentaire qui montre toutes les failles du système, mais à partir d'une expérience positive, celle du centre des possibles. Bande annonce. On va faire de la numération. Laura Cobigo est l'enseignante qui a créé le centre des possibles. Elle fait la classe par petits groupes à 9 enfants de 5 à 13 ans. Des enfants qui souffrent de lourds retards moteurs et cognitifs. Mais Laura croit en eux et en leurs capacités. Et à l'idée qui semble folle de leur faire classe. À trop courir partout, Laura a oublié qu'elle aussi était maman d'un enfant en situation de handicap. Et à force de tirer sur la corde, elle a fini par se rompre. Il y a des promesses, des grandes promesses sur l'école inclusive, des grandes promesses sur la scolarisation, sur la rééducation. Et bien en fait, ça bouge pas. On se rend même plus compte que ça, c'est un acte de maltraitance. L'école de tous les possibles, c'est sur Public Sénat. Et c'est disponible et je vous conseille vivement de le voir. On a parlé d'une fiction réalisée par Léa Todorov sur des enfants neuroatypiques et Maria Montessori au début du XXe siècle. Là, c'est pas de la fiction, c'est du documentaire Anne Gauthier. Elle met en œuvre, Laura Cobigo, que vous avez suivi pendant toute cette année, elle met en œuvre ce qu'on appelle le 1 pour 1. Je voudrais qu'on commence par là, parce que finalement, ça résume pas mal des enjeux autour de l'éducation des enfants en situation de handicap. C'est essentiel. Le 1 pour 1, c'est un enfant en situation de handicap et un adulte. Puisqu'on ne peut pas financièrement mettre un enseignant par enfant, mettons un adulte qui reprend l'exercice que l'enseignante propose à l'enfant, que l'enseignante a préparé à l'enfant, et c'est en fait l'adulte derrière qui va pouvoir travailler avec l'enfant. Et cette adulte, elle doit être une référente. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas changer comme ça de référent au cours de l'année. C'est pas possible parce qu'il y a une complicité, parce qu'ils sont habitués. Et ça, dans l'expérience de Laura, c'est juste essentiel. C'est central, hein. C'est pour ça que je voulais qu'on commence par là. Alors des adultes qui ne sont pas toutes ou tous enseignantes, puisque c'est Laura l'enseignante. Ceci étant, ils ont quasiment tous quand même une formation, une sensibilité. Ils ont une sensibilité, mais pas forcément une formation, puisque y a des services civiques. Alors évidemment, des services civiques qui sont volontaires et qui sont très enthousiastes, mais il n'y a pas forcément besoin d'une grosse formation. La formation, ils l'ont eue, j'ai envie de dire, sur le tas, depuis 2 ans. Laura, elle a eu l'idée de créer cette école parce qu'elle ne trouvait pas de solution pour son fils qui est élève dans l'école. Exactement. On en est tous là. Alors, parce que c'est votre cas aussi, d'ailleurs. C'est aussi mon cas. Et donc, quand on est confronté à ce genre de problème, quand c'est son propre enfant, qu'on soit médecin, enseignant ou autre chose, ou journaliste, réalisatrice, eh bien, on cherche des solutions parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Qui, effectivement, n'est pas satisfaisant, alors que, et ça, on le voit à échelle du documentaire, et c'est pas une fiction, c'est pas comme le film de Léa Todorov, parce que dans un scénario, on peut faire des progrès aux élèves, mais dans la vraie vie, ils en font des progrès et on les voit. Bien sûr. Alors que, bon, ce sont des enfants, on l'a aperçu dans la bande-annonce, qui ont des troubles lourds. C'est-à-dire qu'on a imaginé pendant des années qu'un enfant qui ne parlait pas ne pensait pas.
Et on a mis en place, grâce à la technologie, ce qu'on appelle la communication alternative augmentée, qui est un deuxième essentiel d'ailleurs pour Laura, pour pouvoir enseigner à ses enfants. Et on s'est aperçu que certains de ses enfants savaient lire. Alors, ce n'est pas le cas des enfants auxquels Laura fait classe, mais en fait, tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait une montée en compétences de ces enfants. C'est-à-dire que ces enfants que l'on croyait pas du tout capables d'eux, eh ben si, ils sont capables. Ils arrivent à compter, ils font des progrès. C'est effectivement une des autres des clés que cette communication avec une Bible, littéralement, qui est un classeur, un énorme classeur. Le fameux pod. Voilà. C'est un classeur qui est classé par catégorie, donc ça aide à catégoriser un petit peu comme ce que font en maternelle les enseignantes, finalement. Et à l'intérieur, des fois, il y a des pictos. Avec des pictos. Et donc l'enfant peut dire une phrase grâce aux pictos, et ça va même plus loin, c'est que l'enfant est même capable de dire où il a mal, de dire s'il a faim, de donner ce dont il a envie, mais aussi il peut même dénoncer des adultes pour de la maltraitance. Qui le traitent mal. Et ça, c'est très important. Il faut respecter, s'adapter au rythme de l'enfant. Bon, le pod, le 1 pour 1, on va continuer à découvrir les outils qui sont mis en œuvre dans cette école dans le Morbihan. C'est à Guidel. On retrouve Anne Gauthier juste après l'anti-sèche. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une anti-sèche à l'occasion d'une exposition au Musée des Arts et Histoire de Bormes-les-Mimosas. Elle est consacrée au mobilier du fort de Brégançon. Et vous revenez à cette occasion sur l'histoire de ce fort dont on entend souvent parler l'été quand un président de la République y passe ses vacances. Exactement, lieu de villégiature des présidents de la République. Et exposition assez inédite, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu d'exposition sur le mobilier du fort de Brégançon. Donc voilà, on le connaît exclusivement pour ça. Sachant déjà, géographiquement, nous on est né dans la région PACA, département du Var, sur la côte méditerranéenne, et ce fort est construit sur un piton rocheux dressé sur 35 mètres de haut, et son histoire quand même remonte à l'Antiquité. Ça, on ne le sait pas, et c'est extrêmement intéressant puisque on comprend rapidement en voyant la photo, l'image de ce fort. Géographiquement, il y a un site. Ce site-là, militairement, a une place éminemment stratégique dans la région. Par exemple, c'est là, au XIIIe siècle, que les Templiers s'emparent du lieu. Ils érigent, ces Templiers, une tour de guet pour surveiller, on est au-dessus des rades de Hyères et de Toulon, pour surveiller les mouvements maritimes. Mais au fil des siècles, ce fort il va être renforcé, agrandi par différents souverains et seigneurs locaux. Effectivement, et année très importante, 1348, puisque encore dans cette région, une énième épidémie de peste. Et là, on voit débarquer avec énormément de monde au fort de Brégançon. C'est la reine Jeanne de Naples, et qui est aussi comtesse de Provence grâce à sa famille. Elle est là aussi parce qu'elle fuit, on la soupçonne d'avoir assassiné son mari en Italie. Elle arrive dans la région, elle prend refuge dans ce fort de Brégançon. Autre année importante, 1799, avec Napoléon qui n'est encore que général. Coup d'état du 18 Brumaire, il arrive dans la région, il s'installe et il le rénove énormément, ce fort, pour en faire sa résidence d'été tout simplement. Après la chute de Napoléon, le fort devient une propriété de l'État, et puis bien plus tard, 1968, résidence présidentielle officielle. Officielle, parce que 4 ans plus tôt, on a le général de Gaulle qui est en visite dans la région pour des commémorations du débarquement de Provence. Et lui, il dort sur le site, il dort extrêmement mal, beaucoup de moustiques, un lit petit, il fait quand même 1m98, quand même le plus grand dirigeant français. Mais quand même, il tombe amoureux de cette région et de cette vue absolument magnifique sur la Méditerranée. Il décide d'en faire donc une résidence officielle pour les présidents. Tous les présidents se rendront donc au fort de Brégançon au moins une fois. Pompidou, il aime bien. Ah oui, il adore le site. Un grand fan du site. Il ouvre même d'ailleurs le fort aux médias, nombreuses interviews pour la première ou deuxième chaîne. Il adore aussi transformer les lieux parce qu'il est évidemment fan d'art. Valéry Giscard d'Estaing, lui, une décoration assez particulière, atypique d'ailleurs, que l'on retrouve dans cette exposition. François Mitterrand s'y rendra 3 fois seulement, juste pour des réunions publiques ou avec les médias. Chirac. Alors lui, un très grand fan. Et surtout qu'il a vécu... Il y a beaucoup de photos. Oui, Chirac en short de bain, c'est au fort de Brégançon. Et puis il a vécu son enfance pas très loin. Effectivement, il assiste même d'ailleurs aux messes dominicales. Nicolas Sarkozy marche dans les pas de Jacques Chirac plusieurs fois aussi, avec sa famille notamment. On a une rupture avec François Hollande. Lui d'ailleurs, il confiera en 2014 le monument au centre des monuments nationaux pour en faire justement un peu de visite publique. Et Emmanuel Macron il fait du en même temps. Oui, voilà, un peu les deux. Effectivement, c'est bien le dernier endroit où il fait du en même temps. Quelques fois dans l'année, pour sa famille, il est en visite résidence présidentielle, et 3-4 fois par an, on peut visiter les lieux dans la période estivale. Il y a eu aussi c'est ça aussi qui a marqué. Des visiteurs et des visiteuses, j'imagine. Des visiteurs et des visiteuses du samedi soir. Et on a par exemple des chefs d'État, Theresa May en 2018, Vladimir Poutine en 2020, Angela Merkel en 2019, je crois, Poutine. Et Angela Merkel en 2020, voilà. Et dans cette
l'expo, qu'est-ce qu'il y a alors dans ce beaucoup mobilier beaucoup d'architecture aussi, de petits mobiliers, et surtout on revoit toute cette décoration assez particulière de Valéry Giscard d'Estaing avec énormément de films. Et voilà, si vous êtes aussi adepte et fan des petits objets, par exemple on retrouve la table où Georges Pompidou a préparé son testament, ou encore son cendrier personnel qui est assez atypique, il est exposé en plein centre. Et voilà aussi le bureau présidentiel, énormément d'objets pour en savoir plus sur cette histoire présidentielle. Si on passe du côté de Toulon, c'est jusqu'à quand? 26 mai. Profitez des vacances. Dans la par région, contre, c'est avant si vous l'été. êtes originaire de Bormes-les-Mimosas, allez-y, c'est assez passionnant. Bon, Anne, merci beaucoup. On va continuer à faire de l'histoire avec des objets pour la récré, mais c'est dans quelques minutes. Grand oral. Anne Gauthier. On se bat contre un système qui ne veut pas de nos enfants, dit Anne Gauthier dans son documentaire L'école de tous les possibles, documentaire que vous pouvez voir sur la plateforme publique Sénat. C'est un sentiment partagé par Catalina Devandas, elle est rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Et dans un rapport de 2017, on était quand même déjà 12 ans après la loi de 2005, elle disait, je cite, « Pour atteindre l'égalité de la citoyenneté des personnes handicapées, la France doit mettre fin à la ségrégation et s'orienter vers des services et un soutien inclusif dans la communauté. » J'ai trouvé cette citation en faisant quelques recherches après avoir vu vos documentaires. Parce que quand on parle d'inclusion en France, on parle au maximum de 6 heures par semaine de scolarisation en milieu dit ordinaire, et pas pour tout le monde les 6 heures. Non, pas pour tout le monde. En gros, il y a 25% des enfants en situation de handicap qui n'ont rien. Et les autres, il y a une disparité énorme des situations. Et il y en a qui ont un quart d'heure par semaine. J'ai rencontré une maman qui m'a raconté ça. C'est environ 3 heures. Mais on considère dans les chiffres que lorsque l'enfant a un quart d'heure de scolarisation, il est dans les chiffres de la scolarisation. D'accord, donc la loi est appliquée. Donc voilà, la loi est appliquée, mais bon, le compte n'y est pas du tout. Comment voulez-vous que nos enfants fassent des progrès alors qu'ils ont besoin de davantage de scolarisation, justement, et qu'on leur donne un quart d'heure? Quels parents pourraient accepter ça? On disait au début de l'émission, et c'est ce que montre le documentaire à échelle d'une année scolaire, il y a des apprentissages qui se font, mais forcément c'est lent. Et forcément, c'est plus lent que pour des enfants qui ne sont pas neuroatypiques ou voilà. C'est vrai que c'est plus lent, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on a tendance à minimiser leur potentiel parce qu'on ne va pas jusqu'à leur potentiel. Donc on ignore finalement leur potentiel. Et ça, c'est quand même un droit de pouvoir être épanoui, de pouvoir s'épanouir et de pouvoir accéder au maximum à l'information. Et puis, in fine, le but, c'est aussi la citoyenneté. Ce rejet de vos enfants par l'institution, vous dites que pour les parents, c'est encore plus dur à vivre que le handicap lui-même de l'enfant. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut faire dire que c'est plus dur, mais au quotidien, c'est... En fait, c'est toutes les portes qui se ferment. C'est ça. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas que la vie scolaire. On a autour énormément de choses avec la rééducation qui va tout azimut. Ça peut être les yeux, les muscles, la bouche, tout. Et donc, on a la scolarisation qui peut leur apporter un sens à leur vie, c'est pas rien, et puis qui peut leur apporter aussi du plaisir. Et cette scolarisation, on l'a pas non plus. Le risque pour les parents, c'est d'y perdre ou d'y laisser un bout de leur santé mentale quand même. C'est ce que dit. Oui, parce qu'on a l'impression d'être sans arrêt en combat. C'est ça. Et pendant le tournage, et ça vous l'aviez pas écrit, mais un scénariste l'aurait sans doute prévu, Laura Cobigo, qui a une énergie, c'est vrai, absolument incroyable, un développement fabuleux, qui est cette professeure d'école qui a créé l'école. Elle disparaît de l'image, elle fait un burn-out. Elle fait un burn-out et pendant plusieurs mois, moi je devais retourner dans cette école pour refaire des images et pour voir le progrès des enfants. C'était ça qui était prévu. Je ne peux pas y aller jusqu'au moment où je dis mais ça fait partie de l'histoire. Le burn-out de Laura, c'est qu'on fait porter à cette jeune femme un poids énorme et qui est totalement anormal. Surtout qu'elle veut que cette école soit gratuite. Oui. Mais elle n'est pas publique, même si elle est adossée à des services publics, mais elle n'est pas publique au départ. Donc comment elle fait? Elle se bat comme une folle pour aller chercher de l'argent. En fait, au départ, elle s'est battue pour construire cette école, elle s'est battue pour avoir des subventions privées pour la plupart. Elle a été voir l'éducation nationale. L'éducation nationale, clairement, n'était pas prête à ce moment-là. Et puis, elle a monté son école grâce
au confinement du Covid parce que ça lui a donné du temps pour le faire. Et elle l'a ouvert un mois de février 2021 et ça a bien fonctionné. Et quand Madame Cluzel, Sophie Cluzel, qui était à ce moment-là, secrétaire d'État, a dit il faut faire de l'inclusion, elle a vraiment essayé de faire les choses. Voilà. Je pense que l'éducation nationale en Bretagne, dans le Morbihan, s'est dit mais on a quelqu'un qui est en train de le faire et ils se sont intéressés à elle. Et elle a jamais, c'est ce qu'elle explique dans le documentaire, elle a toujours, elle a l'âme républicaine chevillée au corps. On lui consent à mi-temps, c'est pas non plus génial comme dispositif. Elle est aidée, on voit il y a une scène avec des inspectrices. Formidable. On voit une scène avec des inspectrices à l'académie qui ont l'air plutôt sympas et engagées, donc c'est pas un film anti bonne volonté des gens, il y a de la bonne volonté, c'est vraiment le système qui dysfonctionne. D'un tout petit mot avant la récré, on parle depuis plusieurs années de la nécessité d'aider les aidants, comme on dit, au premier rang desquels les parents. Vous, le film, vous l'avez ouvert sur les parents, c'est un groupe de parole Oui, c'est l'association que j'ai créée. Voilà. Dites-en un tout petit mot quand même. Agir ensemble contre l'IMC, IMC pour insuffisance motrice cérébrale. Je l'ai créée il y a 9-10 ans et je l'ai créée pour justement... Parce que c'est important de pouvoir parler. Pas seulement, c'est parce qu'on organise des thérapies qui ne sont pas forcément reconnues en France, qui sont du bouche à oreille en France, et que j'essaye de faire venir ces thérapeutes pour travailler avec les enfants, qui font des stages ponctuels en intensif, qui aujourd'hui est reconnu par la HAS. L'autorité de santé. Voilà, et du coup, on fait ça pour que nos enfants progressent, mais d'une façon motrice, cognitive, parce que tout ça, c'est lié. Oui. Et ça, le film le montre extrêmement bien. On va continuer à en parler avec Anne Gauthier juste après la récré. Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Eh bien, bonjour. Toujours de l'histoire, c'est votre grande passion. Au cas où vous n'aurez pas compris, mais pas du tout. Et vous nous emmenez dans une salle de classe de collège pour une découverte tout à fait étonnante. Découverte surprenante même, mais pas très rare non plus. Alors, c'était il y a quelques jours dans C'est assez rare que ça se retrouve dans une salle de classe. Bon, ça effectivement, je vous l'accorde. Accordez-le-moi. C'était il y a quelques jours dans un collège de Vesoul en Haute-Saône. On a un élève, il est 9h30, il y a un cours d'histoire qui commence à 10h. Il arrive dans sa classe et il apporte quoi ? Un obus de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le contexte est bon parce qu'il y avait cours sur la Seconde Guerre mondiale, donc jusque-là, tout va bien. Tout va bien, et sauf que les élèves n'ont pas du tout cru à ça. Ça faisait une demi-heure qu'il en parlait, environ 30 cm de longueur cet obus-là. Et là, dès que le professeur arrive à 10h, évidemment, il a rapidement compris, c'est un spécialiste. Il a appelé le directeur, donc le collège a été évacué, 400 élèves, les membres du personnel. Ils ont appelé les démineurs de Colmar, ils ont neutralisé l'objet. Donc jusque-là, tout va bien. En fait, cet obus appartient à sa famille qui travaille dans la reconstitution. Donc lui, il ne connaissait pas la dangerosité de cet obus. Bien sûr, il a reçu une procédure disciplinaire. C'est tout à fait normal, mais il voulait faire, bon, je ne sais pas, sans doute que c'était pour apporter quelque chose au cours. Mais vous me dites que ce n'est pas la première fois? Non, déjà en 2020, on avait un autre. Au même endroit? Au même endroit, même collège, même classe de 3e, pas les mêmes élèves. Ah, mais c'est une compète, c'est un challenge. En fait, dans la région, il faut savoir qu'historiquement, beaucoup d'historiens ont répondu à ce message, c'est qu'il y a beaucoup d'obus retrouvés depuis des dizaines d'années dans la région, beaucoup de bombardements à l'époque durant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'était un obus de mortier 60 mm de la Première Guerre mondiale. Et donc, voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a permis quand même d'avoir une sensibilisation de la part des professeurs et du collège, puisqu'il y a une grande réunion, une journée entière consacrée aux obus pour leur montrer voilà, les gestes à faire, à ne pas faire si vous trouvez un obus dans votre jardin, peut-être, Emmanuel, je ne sais pas. Il faudrait que j'ai un jardin pour commencer, mais ce sera un bon début. Brandon, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Anne Gauthier. Les enfants polyhandicapés que l'on rencontre dans le documentaire d'Anne Gauthier sont, dit-elle, les exclus de l'inclusion. Il y a des clés quand même pour réussir à justement obtenir ces progrès que l'on voit, encourager, adapter notamment, et notamment le rythme. C'est l'enfant qui fait l'emploi du temps d'une certaine façon. Oui, c'est l'enfant qui... il faut que les adultes soient disponibles au moment où l'enfant est disponible. C'est ça. Parce que ce sont des enfants qui peuvent faire par exemple des crises d'épilepsie ou qui peuvent pour une raison X ou Y en avoir marre. Et on voit d'ailleurs dans le film que Laura à un moment donné demande très pédagogiquement est-ce que tu veux continuer ou pas. Et c'est une scène très émouvante. Oui. Et elle le prend dans ses bras après. Et j'ai voulu. C'est le care au sens propre du terme. Elle n'est pas coupée, j'ai voulu la mettre dans son intégralité. Ouais, superbe scène. Ouais. Et on sent que l'enfant. Enfin bon, il faut qu'elle le comprenne aussi. Hein. Oui.
qu'il a besoin d'arrêter à ce moment-là. Du côté des parents, dans les clés déculpabiliser, quand vous vous battez, dites-vous, on vous accuse de surstimuler votre enfant et de ne pas accepter son handicap. Et ça, vous l'avez vécu, vous aussi? Moi, je l'ai vécu. On me l'a toujours dit que j'acceptais pas le handicap de mon enfant. Mais qui peut accepter le handicap de son enfant? Donc vous lui faites faire des trucs pour qu'il apprenne. Arrêtez de le surstimuler, c'est ça? Voilà. Moi, j'ai surstimulé sur un plan moteur mon fils. Résultat, il n'a pas de déformation du squelette. Bon, donc les résultats sont quand même là quand on le fait. En fait, c'est pas que nous, on les surstimule, c'est qu'ils sont pas assez stimulés là où ils sont. On ne les stimule pas. Il faut le faire avec beaucoup de respect. J'ai commencé par là, Voilà. c'est-à-dire ne pas les fatiguer, être respectueux effectivement du fait que tout ça, c'est des efforts considérables par rapport à leur handicap, mais il faut quand même faire plein de choses, en sachant que plus ils grandissent, moins il y a de solutions, c'est difficile. Et plus c'est dur. Plus c'est dur parce que la porte de l'éducation nationale se ferme, les portes des instituts médico-éducatifs se ferment aussi, puisqu'ils peuvent y rester que jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, on n'en fait pas beaucoup pour les enfants, enfin pas assez. On ne fait pas grand-chose pour les adultes. Grands et les jeunes adultes. Voilà. Et donc, c'est peut-être notre génération de parents, parce que l'âge adulte de nos enfants, nos enfants arrivent à l'âge adulte, c'est peut-être nous qui allons également essayer de changer les choses. Mais les clés, c'est quoi? Moi, je connais beaucoup de parents qui font leur propre école. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas une solution de service public non plus. Ce n'est pas une réponse publique possible. Non, parce que tout le monde ne va pas... C'est payant. Oui, voilà. Moi, ce qui m'a intéressé chez Laura... C'est un job à temps plein. Enfin, c'est plutôt un 200% qu'à temps plein. Donc, mais de toute façon, quand on est parent d'enfants en situation de handicap, on est l'infirmière, accessoirement la maman, on est l'éducatrice, on est la prof, on est tout un tas de choses. Et la chauffeur. Beaucoup, parce qu'il y a un temps passé considérable. On est tout. Et les services publics ne prennent pas assez en considération cela. Dans les problèmes qui semblent insolubles, il y a le manque de personnel formé, les salaires faibles et une reconnaissance qui n'est pas géniale. Pour les AESH, vous voulez dire? Notamment pour les AESH, mais même dans les professions du paramédical aujourd'hui, non? Oui, mais j'ai envie de dire, moi, je n'étais pas formée à avoir un enfant en situation de handicap. J'ai envie de dire que les personnes qui travaillent avec Laura n'étaient pas toutes formées à des enfants aussi handicapés. Et ça n'empêche pas de faire déjà un certain nombre de choses formidables. Quand on a, par exemple, Françoise Gendre, qui est l'enseignante de Gabin, elle non plus n'était pas formée, mais on a une générosité. Il y a certaines personnes qui ont cette générosité, cette curiosité, et qui disent « Ah, je ne sais pas comment je vais faire, mais on va essayer. » Voilà, on va essayer. Gabin, qui est un des petits garçons qu'on suit dans le film. Et qui passe en CE1. Waouh, formidable. Et on le voit scolarisé dans en milieu ordinaire, accompagné par un monsieur qui est ancien militaire d'ailleurs. Qui est génial. Qui est au petit soin avec lui. Il est juste génial. Et donc quand on voit ce petit garçon qui aurait pu ou dû rester dans une IME et qu'on voit qu'il est en inclusion et qui passe en CE1, vous savez, c'est rare. Qui ne parle pas, c'est rare. L'inclusion repose sur de belles rencontres et des bonnes volontés. Voilà, c'est quand même ça un peu la morale de l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il y a de beau et de problématique à la fois. Voilà. Heureusement que vous me dites c'est tout à fait ça, parce que vous le dites dans le film quand même. Vous êtes d'accord avec vous-même? Oui, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que et les enseignants commencent à s'ouvrir quand même. Moi, je sens que les enseignants ils commencent à s'ouvrir. Ils n'ont pas forcément les formations. Ils ont un petit peu peur. Et quand on me dit mais non, mais l'inclusion est pas possible pour certains enfants, peut-être. Mais essayons. Ouais. Ne soyons pas négatifs. En Italie, comment ils font? Il n'y a pas d'institut en Italie. Tout le monde à l'école. En Espagne, c'est la même chose. Mais ça, dans les pays du Nord, regard différence, y compris sur toutes les formes de différence. D'ailleurs, ça ne vaut pas seulement pour le handicap. Si eux y arrivent, pourquoi nous y arrivons pas? Bonne question qui est posée par ce film, L'école de tous les possibles. Elle est à Guidel dans le Morbihan. Le film, lui, il est sur la plateforme de Public Sénat. On peut le voir, je crois, pendant assez longtemps. Hein. Pendant longtemps. Voilà, j'ai plus la date. Il passe le 17 avril à 12h30. Le 17 avril à 12h30, il repasse en direct sur l'antenne de Public Sénat. Et ben voilà. Et sinon, jusqu'en 2027, c'est aujourd'hui même qu'il repasse. Donc, c'est le petit moment de la journée où vous avez le droit de ne pas regarder School TV. Non, allez, je rigole. Anne, merci. Vous restez avec nous. Oui, c'est jour de plateau repas aussi. On va à la Cantoche aujourd'hui avec notre diététicienne et nutritionniste. Brandon, merci beaucoup. Merci, Manuel. Sandra Ferreira.
Je m'embrouille. Le 17 avril, c'est dans 2 jours. Donc c'est dans 2 jours à 12h30 que vous regardez Public Sénat avec la rediffusion du documentaire qui, de toute façon, par ailleurs, est accessible sur la plateforme. Plateau repas. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Très bien. On parle aujourd'hui des migraines dont les enfants ou les adolescents peuvent souffrir dès le plus jeune âge et qui sont aussi invalidantes chez l'enfant que chez l'adulte. Elles nécessitent, ces migraines, une réelle prise en charge qui est adaptée aussi bien en termes de traitement que d'accompagnement. Et vous, en tant que diététicienne et nutritionniste, vous avez quelques éléments de réponse, mais on va quand même commencer par définir la migraine. Oui, on va définir la migraine. Alors surtout chez l'enfant, c'est très particulier. Bon, une migraine, on a mal à la tête, de manière très intense, qu'on appelle des céphalées. Chez l'enfant, c'est particulier parfois. Ils n'ont pas la douleur, mais ils vont avoir des symptômes digestifs, des vomissements, des douleurs abdominales, tellement la douleur sous-jacente est là, même s'il ne la ressent pas. Le problème, c'est quand l'enfant ne parle pas, parfois, c'est très difficile de diagnostiquer. La migraine qui peut être une maladie chronique. Tout à fait, c'est un trouble neurologique chronique qui est assez courant. Donc encore une fois, ce sont des crises de maux de tête normalement intenses. C'est 2 à 3 fois plus fréquent chez la femme. Et il faut savoir qu'au niveau mondial, ça touche quand même 15% des personnes, tous sexes confondus. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la 7e maladie la plus invalidante, incapacitante au monde, ce qui n'est pas rien. Et il faut savoir qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux comme le sommeil, l'activité physique, et il y a des pistes alimentaires. Ouais, et pas vraiment de traitement en plus. Donc, alors pas vraiment de traitement, il n'y a pas de traitement curatif de la migraine. On va jouer sur ces facteurs environnementaux pour réduire la fréquence, pour réduire la sévérité des crises. Et donc d'où l'intérêt de s'intéresser à l'alimentation. Voilà, allez, on y va. Je suis là, effectivement. Alors on a remarqué que le fait de faire des repas lourds ou de manger à des horaires irréguliers aurait tendance à provoquer des migraines chez les personnes sensibles, bien évidemment. Les régimes, on vous dit de supprimer certains aliments, notamment le sans gluten. Alors oui, attention à ça. Parfois, on va entendre dire sur les réseaux sociaux et autres qu'il faut supprimer le gluten pour supprimer la migraine. S'il n'y a pas de maladie sous-jacente, ça peut créer des déséquilibres alimentaires. Faites-vous suivre, bien évidemment. Ça n'a pas fait ses preuves, en fait. Il n'y a pas de des données scientifiques suffisamment solides pour dire oui, on enlève le gluten et c'est magique. Donc, faut faire attention. Des conseils qui est donné notamment par le centre anti-migraine de l'Hôtel-Dieu à Paris, c'est-à-dire qu'il faut commencer par tenir un journal de bord pour comprendre sa migraine. C'est un bon conseil, ça? Journal de bord, pour moi, c'est un des meilleures façons de faire. Journal de bord, qu'est-ce que ça veut dire? On note ce qu'on mange, on note le moment de la survenue des symptômes, et parfois on peut faire un lien avec ou des événements de la journée ou de l'alimentation. Et là, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent. Alors attention, l'aliment peut parfois avoir un effet 24 heures après. Donc c'est aussi la problématique de détecter. C'est une vraie enquête de détective. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme suspects habituels? Alors, suspects habituels, on va avoir l'alcool, les fromages très affinés, le chocolat, les charcuteries, les poissons fumés, les sodas allégés à base d'édulcorants. Donc ça, déjà, ça peut vous donner quelques pistes. J'avais entendu parler aussi du régime cétogène. Oui, le cétogène. Alors, qui est un régime très particulier, c'est un régime, je vais le résumer, riche en graisse et pauvre en glucides, en sucre. Ça a montré des résultats assez intéressants sur l'effet protecteur contre l'arrivée des crises de migraine. Attention, les résultats sont encore à interpréter. C'est encore fragile. La caféine? Et la caféine, alors c'est assez compliqué parce qu'on sait qu'à haute dose, ça peut provoquer justement des crises de migraine, et à l'inverse, avec une dose suffisamment petite, ça pourrait être protecteur. Et oui, parce qu'on nous vend des médicaments avec du paracétamol caféiné ou des choses comme ça. Effectivement. Donc là, c'est à modérer encore. On sait que les scientifiques sont en train de travailler sur le microbiote, vous savez, cette flore intestinale, que ça pourrait avoir un lien protecteur contre la migraine. Ça serait superbe qu'ils avancent là-dessus. Et le message clé, on va dire. Oui, ce qu'on retient quand même, régularité de l'alimentation, sommeil, activité physique, attitude, on mange comme il faut et on consulte des professionnels. On n'écoute pas tout et n'importe quoi. Oui, on n'écoute pas les charlatans et on se décroche de temps en temps les réseaux sociaux, sauf quand c'est pour vous y retrouver. Ça, bien sûr. Sandra, merci beaucoup pour tous ces excellents conseils. Anne, merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. On insiste vraiment sur un point. On a parlé vite fait des AESH dont on parle régulièrement sur la chaîne. Oui, il y a un petit problème, notamment dans les collèges, c'est qu'il y a le PIAL, qui en fait... c'est la répartition, répartition des AESH, et les enfants n'ont pas toujours le même AESH. Et ça, c'est problématique. Pour certains troubles, notamment quand ils sont autistes. Et ouais, voilà. Votre documentaire repasse donc ce mercredi, c'est à 12h30 sur Public Sénat, l'antenne, et il est dispo en replay sur publicsénat.fr et aussi sur la page YouTube de Public Sénat. Merci beaucoup Anne, merci Sandra, merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée par Pénélope Day. Elles sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.